Le son que je déteste le plus au monde n'est pas celui d'une porte qui claque. C'est son soupir. Ce petit souffle d'air, presque inaudible, qu'elle lâche chaque soir quand je me tourne dans le lit et que je pose ma main sur sa hanche. C'est le signal, la préface polie au rejet qui s'ensuit. Je suis épuisée, Antoine, murmure-t-elle, la voix déjà à mi-chemin du sommeil, le visage détourné de moi. Et puis, elle s'éloigne d'un centimètre. Juste un centimètre, mais dans l'obscurité de notre chambre à Lyon, cela semble 1 kilomètre. Mon nom est Antoine. J'ai 39 ans et je suis technicien chez Orange. Je passe mes journées à réparer les connexions des autres, à m'assurer que leurs voix arrivent là où elles doivent aller. Ironie du sort, n'est-ce pas? Je suis le genre d'homme qui vérifie la pression des pneus de sa Peugeot avant un long voyage. Le genre qui se souvient d'acheter son yaourt, la laitière préférée, au Monoprix, sans qu'elle ait besoin de le demander. Je pensais que ça comptait pour quelque chose. Chloé, ma femme, avait l'habitude de dire que j'étais son roc, que mon calme la faisait se sentir en sécurité. C'était il y a quelques années, quand nous avons emménagé dans cet appartement, à la Croix-Rousse, avant son nouvel emploi dans une start-up à la Part-Dieu. Maintenant, calme semble être devenu ennuyeux. Sécurité s'est transformée en invisibilité. Son refus chaque soir est devenu un rituel aussi prévisible que le journal de 20 heures. Et la douleur, d'abord aiguë, est devenue une douleur sourde et chronique. Une douleur avec laquelle j'ai appris à vivre. Alors, j'ai créé mon propre rituel. Si elle me refuse chaque soir, je l'évite chaque matin. Je me lève à 6 heures du matin, en silence. Je m'habille, dans le noir. Je ne fais pas de café à la maison pour ne pas la réveiller avec le bruit de la machine. À la place, je sors, et je vais à la boulangerie au coin de la rue. Je prends un café allongé et je mange un croissant accoudé au comptoir, en regardant la ville se réveiller. C'est mon moment de paix avant d'aller réparer les problèmes des autres. C'est la seule façon que j'ai trouvé de ne pas commencer la journée en sentant l'écho du non, de la veille. Au début, je me disais que c'était une phase. Son nouvel emploi était exigeant. Le monde des startups, avec ses afterworks et ses team buildings, était un univers que je ne comprenais pas, mais que j'essayais de respecter. Je me disais que le mari que j'étais devait être compréhensif. Alors, je comprenais. J'ai compris quand elle a annulé notre week-end prévu à Annecy, parce qu'un événement de networking de dernière minute était apparu. J'ai souri et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, on pourra y aller une autre fois », tout en voyant sur son Instagram, le lendemain, des photos d'elle en train de rire avec des collègues dans un bar à cocktails branché de la presqu'île, un endroit où nous ne sommes jamais allés ensemble. La légende disait « La meilleure équipe ». Je ne faisais pas partie de l'équipe. J'ai aussi compris les soirs où elle rentrait à la maison, jetait son sac sur le canapé et restait au téléphone pendant 1 heure à parler avec sa collègue Amélie, des politiques de bureau et d'un type nommé Stéphane du marketing, qui était apparemment hilarant. Je restais dans la cuisine, à terminer le dîner que j'avais préparé. Un bœuf bourguignon qui avait pris 3 heures, la recette de ma grand-mère. Et l'odeur qui emplissait l'appartement ne semblait pas l'atteindre. Quand elle s'asseyait, enfin à table, son téléphone restait à côté de l'assiette, l'écran vers le haut, comme un troisième invité importun et plus important. Elle mangeait vite, les yeux dérivant vers l'écran à chaque notification. « Tu aimes ?» je demandais. « Oui, oui, c'est très bon, chérie, » répondait-elle, mais je savais qu'elle y avait à peine goûté. Son esprit, son énergie, sa vraie présence étaient ailleurs. Ils étaient avec Stéphane, avec Amélie, avec la meilleure équipe. Le plus douloureux, c'était les petits détails, la façon dont elle avait cessé de me toucher nonchalamment. Autrefois, elle passait à côté de moi dans la cuisine et passait sa main sur mon dos. Maintenant, elle me contournait comme si j'étais un meuble. Autrefois, elle me racontait sa journée, les drames, les victoires. Maintenant, quand je demandais « Comment s'est passée ta journée ?», la réponse était invariablement « fatigante », un point final qui n'invitait pas à d'autres questions. Je me sentais comme un journaliste essayant d'obtenir une citation d'une célébrité réticente. Pourtant, je la voyais au téléphone, rire aux éclats, raconter des histoires animées aux autres. Elle avait des mots, mais pas pour moi. J'ai essayé. Mon Dieu, comme j'ai essayé.
J'ai suggéré que nous allions, au cinéma, voir le dernier film de François Ozon. Elle a dit qu'elle était trop fatiguée pour se concentrer. 2 nuits plus tard, elle est allée à une séance de cinéma de networking avec le travail. J'ai acheté des billets pour un concert au Transborder, d'un groupe qu'elle adorait à l'université. Elle a dit que leur musique la déprimait, maintenant. Je me sentais comme si je vivais dans un champ de mines d'excuses. Chaque tentative de ma part de nous reconnecter était accueillie par un mur d'apathie, poli mais impénétrable. La goutte d'eau, le moment où ma compréhension a commencé à s'aigrir et à se transformer en quelque chose de plus froid, a été mon anniversaire. Je n'attendais pas une grande fête, juste un dîner tranquille peut-être. Elle est rentrée, tard, un sac de la Fnac à la main. « Désolée pour le retard, le trafic était horrible », a-t-elle dit, sans m'embrasser. Elle m'a tendu le sac. C'était un livre sur l'histoire de l'architecture de Lyon. Un cadeau sympathique, mais impersonnel. Le genre de cadeau qu'on offre à un cousin éloigné. « Merci », ai-je dit, forçant un sourire. « Je vais préparer le dîner », ai-je proposé. « Oh, ne t'inquiète pas », a-t-elle dit, enlevant déjà son manteau. J'ai déjà mangé quelque chose au bureau. On avait une deadline à respecter. Mais je t'ai acheté une quiche à la boulangerie. Elle a mangé sa quiche sur l'îlot de la cuisine, en faisant défiler Instagram. Je suis resté assis à la table de la salle à manger, seul, avec mon cadeau impersonnel à côté de moi. Cette nuit-là, dans le lit, elle n'a même pas pris la peine d'attendre que je la touche. Elle s'est tournée sur le côté dès que les lumières se sont éteintes et a dit « Bonne nuit, je suis morte ». C'était la première fois que le mot « morte » me semblait si approprié pour décrire ce qu'il y avait entre nous. Et c'est cette nuit-là que ma routine matinale a cessé d'être une tactique de survie pour commencer à ressembler à une répétition. Une répétition pour une vie où je n'aurais plus besoin d'éviter son absence le matin, parce que j'aurais déjà accepté son absence complète dans ma vie. Je ne le savais juste pas encore. Le tournant n'est pas arrivé avec un fracas, mais avec le tintement de verres de vin et des rires forcés dans mon propre salon. Chloé avait décidé, dans une soudaine vague d'hospitalité, d'inviter son équipe à dîner chez nous. Ce sera bien pour eux de voir comment nous vivons, de nous connecter à un niveau plus personnel, a-t-elle dit. L'espoir, cette stupide et tenace mauvaise herbe, a germé en moi. Peut-être que c'était un signe. Peut-être qu'elle voulait enfin fusionner ces deux mondes, et j'étais au centre de l'un d'eux. Alors, j'ai accepté. J'ai passé. Le samedi après-midi à préparer un coq au vin, la maison sentait le vin rouge, le thym, et une tentative désespérée d'être le mari qu'elle avait un jour admiré. Ils sont arrivés vers 8 heures. Le fameux Stéphane, avec ses chaussures chères et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Amélie, qui m'a jeté un regard rapide et sympathique. Et 2 autres, dont j'ai oublié les noms à l'instant où je les ai entendus. Chloé était radieuse. Elle flottait dans l'appartement, son rire plus fort que je ne l'avais entendu depuis des mois. Elle était l'hôtesse parfaite, la star de la soirée. Et moi, j'étais le type qui servait le vin, le type qui s'assurait que tout le monde avait une soucoupe pour sa baguette. J'étais un figurant dans sa production. Nous nous sommes assis à table, la même table où je mangeais seul tant de soirs. La conversation tournait autour de choses que je ne comprenais pas. Levée de fonds. Métrique de SEO, un voyage d'affaires à Berlin dont je n'avais jamais entendu parler. Chloé racontait des histoires, gesticulait, brillait. Je voyais la femme dont j'étais tombé amoureux, mais elle ne jouait pas pour moi. Elle ne regardait même pas dans ma direction. J'étais une présence fantomatique, veillant à ce que les verres restent pleins. Puis, le moment est arrivé. Stéphane, avec un air de magnanimité, s'est tourné vers moi. « Alors, Antoine, dit-il, entraînant mon nom comme s'il goûtait un vin bon marché. Chloé nous dit que tu es l'homme qui fait tourner Lyon. Un génie de la technologie. C'est ça ? J'ai senti tous les yeux sur moi. J'ai essuyé ma bouche avec ma serviette. Je suis technicien chez Orange, ai-je dit, d'une voix calme. J'aide à maintenir les réseaux de communication en état de marche. C'est un travail important. Stéphane a souri. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est bien d'avoir quelqu'un de pratique à la maison, quelqu'un qui garde les pieds sur terre. Il a levé son verre en direction de Chloé, pendant que celle-ci s'envole vers la stratosphère. C'est une star, votre Chloé.
Je ne sais pas comment vous faites pour la suivre. Le silence qui a suivi fut bref, mais lourd. C'était l'occasion pour Chloé. L'occasion de dire « nous sommes une équipe » ou « Antoine est mon plus grand soutien ». N'importe quoi qui m'unirait à elle. Au lieu de cela, elle a ri. Un rire léger et cristallin qui m'a frappé comme un éclat de verre. « Oh, Antoine !» dit-elle, agitant la main d'un air dédaigneux. « Il est adorable. Il me garde les pieds sur terre. Oui. Et la plomberie, en état de marche. » La table a éclaté de rire. Pas des rires méchants, mais le genre de rire que l'on réserve à une blague socialement acceptable lors d'une fête. Mais pour moi, ce n'était pas une blague. C'était une sentence. À cet instant, devant ses collègues, brillants et ambitieux, elle m'a réduit à ma fonction la plus basique et utilitaire. Je n'étais pas son partenaire, son mari, son égal. J'étais son plombier, son concierge. L'homme pratique qui lui permettait de voler. Je n'ai rien dit. J'ai juste senti la chaleur monter dans mon cou. Je l'ai regardée, souriante, satisfaite, de sa blague, et pour la première fois, je n'ai pas vu la femme que j'aimais. J'ai vu une parfaite inconnue. Une inconnue qui avait besoin que je sois petit pour qu'elle puisse paraître grande. Le coq au vin dans mon estomac s'est transformé en plomb. « Excusez-moi » ai-je murmuré en me levant. Personne n'a semblé remarquer. Je suis allé sur le petit balcon, l'air froid de novembre me frappant le visage. J'ai respiré profondément, le son des rires arrivant étouffé à travers la vitre. Et là, en regardant les lumières de la Croix-Rousse, quelque chose en moi s'est brisé. Pas avec colère, mais avec une clarté terrible et finale. La question n'était pas si je l'aimais. La question était pourquoi je continuais à aimer quelqu'un qui, de toute évidence, ne me respectait plus. Le combat n'était plus de la faire revenir. Le combat, à partir de ce moment, était de me sauver moi-même. Je suis rentré, je me suis assis et j'ai souri. C'était le sourire le plus effrayant de ma vie, car il n'y avait rien derrière. J'avais déjà quitté cette pièce. J'avais déjà quitté cette vie. Mon corps était là, mais mon âme était en train de faire ses valises. Le lendemain de la fête était un dimanche. Normalement, j'aurais préparé le petit déjeuner. Peut-être des tartines avec du beurre et de la confiture, dans l'espoir qu'un geste de normalité puisse effacer l'humiliation de la veille. Mais l'Antoine, qui s'est réveillé ce matin-là, n'était plus le même. Le sourire poli et blessé avait disparu, remplacé par un calme froid et résolu. Je me suis levé en silence, comme toujours. Mais cette fois, ce n'était pas pour l'éviter. C'était pour prendre une longueur d'avance sur elle. J'ai enfilé mes vêtements de course, qui étaient au fond de l'armoire depuis des mois, et je suis sorti dans l'air glacial du parc de la Tête d'Or. J'ai couru, jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Non pas pour fuir quelque chose, mais pour sentir mon propre corps, ma propre puissance, ma propre douleur physique supplanter l'émotionnel. Quand je suis rentré, en sueur et épuisé, elle était dans la cuisine, en train de boire un café. Elle m'a regardé avec surprise. « Tu es allé courir ?» a-t-elle demandé, comme si je venais de rentrer d'un voyage sur Mars. « Oui. » ai-je répondu, et je suis allé directement sous la douche. Je n'ai pas donné plus d'explications. Le pouvoir, ai-je découvert, commence par la concision. En ne disant pas plus que le nécessaire. Le lundi, pendant ma pause déjeuner, je n'ai pas mangé le sandwich que j'avais préparé. Je suis allé dans une agence du Crédit Lyonnais et j'ai ouvert un compte personnel. C'était un processus bureaucratique et sans émotion. Mais pour moi, c'était un acte révolutionnaire. J'ai fait virer mon salaire sur ce nouveau compte. Cet après-midi-là, en retournant au travail, je me suis senti plus léger. C'était la première brique que je posais dans les fondations de ma nouvelle vie, une vie que je financerais seule. Le premier test est venu le mercredi. Chloé est rentrée à la maison et a annoncé « Je n'ai pas envie de cuisiner. On peut commander sur Frishti ?» « Bien sûr », ai-je dit, assis sur le canapé en train de lire un livre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Elle a passé la commande sur son téléphone. Quand la nourriture est arrivée, elle m'a regardé. « Tu peux payer ? Ma carte n'est pas à portée de main. » L'ancien Antoine se serait levé sans hésiter. Mais le nouvel Antoine l'a regardé, calmement, par-dessus son livre. « Désolé, chérie,
Je suis un peu juste ce mois-ci. Tu peux t'en occuper ?» L'expression sur son visage était un mélange de choc et d'incrédulité. Elle a cligné des yeux 2 fois, comme si elle n'avait pas compris mes mots. Jamais dans notre vie commune je n'avais dit « non » à une dépense. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Elle a pris son portefeuille, d'un geste brusque, et a payé le livreur. Nous n'avons pas échangé un mot pendant le dîner. Mais le silence était différent. Ce n'était plus le silence de ma solitude. C'était le silence de son malaise. J'ai commencé à appliquer cette philosophie à tout. J'ai arrêté de préparer le dîner pour nous deux. Je cuisinais pour moi, je mangeais et je gardais les restes pour mon déjeuner. Si elle demandait « Tu n'en as pas fait pour moi ?» je répondais avec une simplicité désarmante. « Oh, je ne savais pas que tu en voudrais. Je pensais que tu étais peut-être occupé. » J'ai commencé à aller à la salle de sport, un Lapart Fitness près du travail, 3 fois par semaine. Je rentrais plus tard, fatigué d'une bonne manière, égoïste. Elle demandait « Où étais-tu » et ma réponse était toujours la même. J'avais des choses à faire. Un samedi, j'ai appelé mon vieil ami Luc, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, parce que Chloé le trouvait un peu immature. Nous sommes allés voir un match de l'Olympique lyonnais, dans un bar du Vieux-Lyon. Nous avons bu de la bière, crié sur l'arbitre et parlé de tout et de rien. J'avais l'impression d'avoir respiré sous l'eau pendant des années et que quelqu'un m'avait enfin tiré à la surface. Quand je suis rentré, vers minuit, Chloé était réveillée, assise dans le noir du salon. « Tu n'as pas répondu à mes appels, » dit-elle, la voix tendue. « Je n'ai pas entendu le téléphone. » Ai-je menti, sans ressentir une once de culpabilité. « Où étais-tu ? » Je me suis inquiété. « J'étais avec Luc, » ai-je répondu. Elle était restée silencieuse un moment. « Tu ne m'as même pas prévenu. » J'ai haussé les épaules. « Je n'ai pas pensé que c'était important. Tu sors tout le temps avec tes amis. J'ai pensé faire de même. » C'est là qu'elle a dit la phrase que j'attendais. « Antoine, tu es si distant ces derniers temps. J'ai l'impression que tu ne fais aucun effort pour nous. » J'ai fermé les yeux une seconde. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau. Je les ai rouverts et je l'ai regardée droit dans les yeux, la femme qui m'avait appelé son plombier. « Des efforts ?» ai-je répété, ma voix dangereusement calme. « Non, tu as raison. Je ne pense pas avoir fait beaucoup d'efforts. J'ai été occupé, tu sais, et un peu fatigué. » Ces mots, ces excuses, sont sortis de ma bouche et ont flotté dans l'air entre nous. Elle a reculé, comme si je l'avais giflée. Pour la première fois depuis longtemps, Chloé était sans voix. Et j'ai découvert que son silence, quand il naissait, de sa propre confusion et non de ma douleur, était le son le plus satisfaisant au monde. Les semaines qui suivirent furent un étrange théâtre de l'absurde. Chloé, la femme qui était trop occupée pour un dîner, avait soudain tout le temps du monde. Elle a commencé à quitter le travail plus tôt. Je la trouvais à la maison quand j'arrivais de la salle de sport, la maison impeccablement rangée, un dîner qu'elle avait cuisiné refroidissant sur le comptoir. Elle essayait d'engager la conversation, posait des questions sur ma journée avec un intérêt forcé qui sonnait la panique. Elle a acheté des billets pour un week-end à Strasbourg, juste pour nous deux, et a été véritablement choquée quand j'ai dit « Merci, mais je ne peux pas. J'ai des projets. » Mes projets étaient simplement de lire mon livre en paix et d'aller au marché le dimanche avec Luc. Le fait que mes projets ne l'incluaient pas était la partie qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle a essayé la séduction. Un soir, elle est sortie de la salle de bain vêtue d'une lingerie que je n'avais pas vue depuis des années. Elle s'est approchée de moi alors que je regardais un documentaire à la télévision et a essayé de m'embrasser. Je ne l'ai pas repoussée. Je n'ai tout simplement pas réagi. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur l'écran, jusqu'à ce qu'elle s'éloigne, confuse et blessée. L'ironie était cruelle. L'homme qui avait supplié pour son contact pendant des mois le ressentait maintenant comme une invasion. Le mot rejet était devenu une voix à double sens, mais je ne jouais pas son jeu. Je ne jouais plus aucun jeu. La confrontation finale a eu lieu un mardi pluvieux. J'étais dans le salon, regardant des annonces d'appartements à louer sur mon ordinateur portable quand elle s'est assise sur le canapé en face de moi. Elle avait les yeux rouges. « Il faut qu'on parle, Antoine, » dit-elle, la voix tremblante.
Je n'en peux plus. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable. De quoi, Chloé? De ça, s'exclama-t-elle en désignant l'espace, vide entre nous. Ce silence, la façon dont tu me traites comme une étrangère. Tu as ouvert un compte en banque sans me le dire. Tu refuses de sortir avec moi. Tu parles à peine. Tu es en train de nous détruire. J'ai laissé la dernière phrase flotter dans l'air. Je suis en train de nous détruire, ai-je répété, ma voix dénuée d'émotion. Non, Chloé, je ne détruis rien. J'arrête, juste de maintenir ensemble les morceaux de quelque chose que tu avais déjà laissé tomber depuis longtemps. Ce n'est pas vrai, dit-elle, les larmes commençant à couler. Je t'aime. C'est juste que j'ai été surchargé. J'ai secoué la tête lentement. Tu ne m'aimes pas, Chloé. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes l'homme qui t'attendait à la maison. Tu aimes le mari dont le compte joint payait tes dîners avec l'équipe. Tu aimes la sécurité que je t'offrais pour que tu puisses vivre. Ta vie excitante. Je ne te manque pas. C'est mon utilité qui te manque. La même utilité dont tu t'es vanté auprès de tes amis quand tu m'as appelé ton plombier. Elle a tressailli, comme si le mot l'avait frappée physiquement. Je ne voulais pas la dire comme ça. C'était une blague stupide. C'était la chose la plus honnête que tu m'aies dite depuis des années, ai-je continué, ma voix toujours calme. Tu voulais un partenaire qui fasse tourner la maison, mais qui ne pose pas de questions. Un mari qui soit présent, mais qui ne prenne pas de place. Et j'ai joué ce rôle. Je suis resté silencieux pendant que tu vivais ta vie à voix haute. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant la pluie tomber sur les toits de Lyon. Chaque soir, ai-je dit, plus pour moi que pour elle, tu me tournais le dos. Chaque soir, tu disais que tu étais épuisé. Et moi, comme un idiot, j'ai cru que c'était la faute de la fatigue, que c'était une phase. Mais la fatigue passe, Chloé. L'indifférence, non. L'indifférence s'installe et prend racine. Je me suis retourné pour lui faire face une dernière fois. Elle sanglotait maintenant, le visage enfoui dans ses mains. Alors, oui, j'ai commencé à t'éviter chaque matin. C'était la seule façon de survivre à tes nuits. Mais maintenant, je ne t'évite plus. Je construis mes matins. Des matins avec de la course, avec un café dans mon café préféré, avec des projets qui sont les miens. Des matins qui mènent à des après-midi et des soirs qui m'appartiennent. Et dans mes nouveaux matins, Chloé, il n'y a plus de place pour tes vieilles nuits. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai pris mon manteau et je suis sorti sous la pluie, sans parapluie. La sensation de l'eau froide sur mon visage était comme un baptême. Ce n'était pas une fin heureuse de film. C'était le début confus, difficile, mais réel de ma propre histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas épuisé. J'étais juste libre.